Voilà donc le prochain épisode de l'histoire qu'on avait commencé. Rappelez-vous, le Rav Ephraim Nachman, donc cet homme richissime qui était venu pour guérir à l'origine à Jérusalem, Baruch Hashem est renvoyé vers son pays au Canada avec la promesse du Maharil Diskin, donc le Rav Yehoshua Leib Diskin de Brisk, d'avoir le mérite de guérir. Et il rentre donc, et il se retrouve sur le bateau, plongé dans ses pensées. Il pense à tout ce qu'il vient de se passer pendant les quelques jours passés en Israël. Et il a donc ce sentiment un petit peu amer, comme on disait, sur ces dernières paroles du Rav Akiva Yosef Schlesinger, qui lui avait fait comme un petit reproche, ou plutôt une petite mise au point, en lui disant « Souviens-toi toujours que la richesse présente beaucoup de risques. Et donc n'oublie pas ce qu'il faut faire avec son argent. » Le temps de la traversée, le Rav Ephraim Nachman arrive donc à bon port, entièrement guéri, à la surprise et à la joie de sa famille, qui pensait ne plus jamais avoir de bonnes nouvelles, en tout cas de leur père ou mari, puisqu'il était parti en les quittant, en étant sûr qu'il ne reviendrait pas vivant. Et l'histoire raconte que 9 années durant, cet homme va vivre en bonne santé, jusqu'à une fameuse date, Tou Bishvat, un Tou Bishvat en 1898, où cet homme se trouve au Beth HaKnesset en train de prier, et une très très triste nouvelle arrive d'Eretz Israël, puisqu'on vient d'apprendre que 2 semaines auparavant, Rosh Chodesh Shvat, était décédé le Maharil Diskin. Le jour où cet homme apprend le décès de son maître de Jérusalem, il rentre dans sa maison, tout le monde l'attendait, on avait préparé une table magnifique, avec tous les fruits que l'on pouvait trouver, c'était Tou Bishvat, et le Rav rentre dans sa chambre et dit à sa fille « Je ne me sens pas très bien », il leur annonce la triste nouvelle. Et on essaye de lui remonter le moral en lui disant « Bon, maintenant faisons la mitzvah de Tou Bishvat, les brachot sur tous les fruits d'Eretz Israël ». Et l'homme dit « Non, je ne peux pas ». Et puis il se met à pleurer, et pris dans un sanglot très très dur, cet homme perd connaissance et meurt. Le jour de Tou Bishvat, ce Rav Ephraim Nachman, que l'on a vu comme un homme richissime, malade, puis guéri par la bracha du Rav, lorsqu'il entend la nouvelle du décès de son maître, lui-même ne tient pas et il meurt. Simplement, l'histoire ne s'arrête pas là, peut-être que c'est même là qu'elle commence. C'est que ce Rav Ephraim Nachman laissait après lui une famille, une belle famille. Et il laissait un fils qui s'appelait Yecheskel. Ce fils Yecheskel, tout de suite après la mort de son père, décide de continuer l'œuvre géante qui avait été entreprise. Et lui-même va développer les affaires de son père, va les faire prospérer énormément, et continuera lui-même à faire les mitzvot que son père faisait. Et dès que c'était possible, il envoyait donc des sommes énormes, colossales, pour aider Jérusalem, ses institutions et ses maîtres. Et puis voilà que un jour, ce Yecheskel donc est à l'âge de se marier, et il va trouver épouse une femme. Et ensemble, ils vont donc avoir plusieurs enfants. Mais n'oubliez pas qu'on se trouve au début du XXe siècle, dans un temps où le monde est en train de se moderniser, où toutes les tentations du monde vont changer. Et puis, cette femme, par ses fréquentations, peut-être par son éducation, certainement, va être attirée par ce qui se passe autour. Les cinémas, les théâtres, le monde profane. Et donc, progressivement, elle va essayer d'entraîner avec elle son mari pour venir profiter des jouissances, pour venir un petit peu s'instruire. Et puis au début, l'histoire raconte que dans le monde juif, lorsqu'on organisait des pièces de théâtre, à l'entrée, il était écrit « Kol achnasot kodesh ». Tous les bénéfices de la soirée seront donnés à la tzedaka. Donc c'est en plus que même ce qui était entièrement imprégné du monde goy était utilisé et puis était un petit peu déguisé pour que ça donne bonne conscience à ceux qui y participent. Et donc, cet homme va voir ses enfants tout doucement un petit peu goûter à tout ça. Il va voir sa femme qui va changer. Où est passée la tsniout? Où est passée la pudeur de la femme juive? Où est passée la pudeur dans la façon de se vêtir, dans la façon de parler, dans les fréquentations? Où est passé le kisui roche? Et puis tout doucement,
la famille tout entière va véritablement dégringoler. La famille tout entière va sombrer jusqu'au jour où ça ne se fait même plus d'aller le Shabbat prier dans des synagogues orthodoxes. Alors la femme va entraîner son mari, après avoir réussi à déjà entraîner ses enfants, dans les lieux de prière entièrement réformés, libéraux. Et puis cet homme, au début, se sent très mal. Pour y aller Shabbat, il fallait marcher 3/4 d'heure. Mais il n'est pas question évidemment d'y aller autrement qu'à pied. Jusqu'au jour où ça devient tellement difficile que l'homme se dit je vais faire comme le Rav de la communauté libérale. Et donc, après un bon petit déjeuner le matin, Shabbat matin, avant la prière, on prend donc une calèche qui nous amène donc jusqu'au lieu de prière. Et puis tout doucement, la dégringolade, elle est fulgurante, et cet homme va se retrouver plongé dans un monde où d'abord ce n'était pas le sien. Un monde entièrement éloigné de la Kedusha, un monde très très loin de la Avodat Hashem. Et puis évidemment, l'œuvre qui était celle de son père va être entièrement abandonnée. Les richesses grandissent, mais la tzedaka se raréfie. On n'envoie plus d'argent en Eretz Israël, on n'envoie plus d'argent à Jérusalem. Et puis le temps passe, et donc cet homme se retrouve entièrement comme un homme lui-même, libéral, éloigné de la Torah. Maintenant, l'histoire raconte que le début de la Première Guerre mondiale arrive. Nous sommes en 1914. En 1914, le monde est secoué par ce qu'il se passe. Et comme toutes les guerres du monde, évidemment, ceux qui sont impliqués en filigrane sont toujours les Juifs, et même les Juifs de Jérusalem, qui sont pourtant éloignés du chaos, vont être des victimes de cette guerre au niveau, encore une fois, matériel. Le temps va faire que tout va être très difficile. Et puis, dans l'absence de ressources, tous les gabaïm, tous les responsables un petit peu de trouver l'argent pour faire vivre la communauté juive d'Eretz Israël du début du XXe siècle, de Première Guerre mondiale, vont essayer de retrouver dans les archives qui sont les donateurs, qui sont les anciens donateurs qui peut-être depuis longtemps n'ont pas donné. Et puis ils ouvrent donc ces lourds cahiers, et puis ils tombent sur le nom de ce Yecheskel, le fils de Rav Nachman, qui lui depuis des années avait tellement donné, lui qui avait acheté de son argent quand il était présent à Jérusalem, la terre qui était aujourd'hui le lieu donc, de cet orphelinat gigantesque. Son fils qui avait poursuivi son œuvre quelques années, aujourd'hui, on réalise que déjà depuis quelques temps, de longues années, il se fait absent, il se fait muet, on n'entend plus parler de lui. Et ils se disent peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Dans tous les cas, dans un manque de nouvelles un petit peu difficile, surtout dans la situation de l'époque, les rabbinim décident de rédiger une lettre donc à son attention et de la lui envoyer. Imaginez donc les rabbinim qui se réunissent. Et l'un d'entre eux prend un stylo et un papier et se met à écrire à notre cher Rav, d'une générosité donc légendaire, Rabbi Yecheskel Shlita, fils de l'un des grands donateurs anciens donc de Jérusalem, qui a tellement fait pour Eretz Israël et pour ses institutions, Rabbi Ephraim Nachman Radiner, et il commence donc à lui faire part un petit peu de la situation de l'époque, en lui demandant s'il pouvait lui-même, si ça lui est possible, donc d'envoyer quelque chose pour aider les Juifs de Jérusalem à surmonter les difficultés. Ils vont ensuite voir le Rav Akiva Yosef Schlesinger en lui disant « Rav, il faut absolument que vous qui avez tellement bien connu son père, que vous signiez cette lettre pour qu'il voit l'importance et la réalité de ce qu'on est en train de décrire. » Ils ferment la lettre, ils vont la poster, et puis quelques semaines après, un jour de Shabbat, ce Yecheskel, le fils de Rabbi Ephraim Nachman Radiner, qui est un jour de Shabbat dans sa maison, en train d'ouvrir son courrier, loin de ce qu'était Shabbat, ou en tout cas de ce que pensaient que les sages à Jérusalem imaginaient retrouver chez Yecheskel, il voit cette lettre, il voit d'où vient le cachet de la poste, et tout de suite il réalise
On est Shabbat, et il n'est pas question d'ouvrir la lettre maintenant. Il est plongé dans des pensées de passé, et il se dit, mais où en suis-je? Il arrête tout. Pour notre part aussi, on arrête maintenant l'histoire pour la finir dans le prochain épisode.